À présent, c'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée. Je vous l'annonçais, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, ont décidé de lancer une force unifiée de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme. Pour en parler, nous sommes avec Henri Nzouzi, analyste politique. Il est en direct de Bruxelles avec nous. Henri Nzouzi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'accueillir. Alors, cette annonce du ministre nigérien de la Défense, on la voyait venir. Pouvez-vous revenir sur sa genèse? En quoi diffère-t-elle des précédentes collaborations militaires entre ces pays? Alors, on pense évidemment à la force conjointe du G5 Sahel qui avait été lancée en 2017 à la suite de la création du G5 Sahel en 2014. Mais avant de vous répondre plus précisément, j'aimerais quand même rappeler que selon la plateforme Global Firepower, le Mali, le Niger et le Burkina occupent respectivement la 18e, la 25e et la 31e place des armées les plus puissantes en Afrique. Et donc, vous avez trois pays qui font face à des défis sécuritaires communs et qui décident de mutualiser leurs efforts pour précisément endiguer la montée du terrorisme. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la première initiative du genre. Tout le monde se souvient bien évidemment de la force conjointe G5 Sahel qui avait malheureusement pâti de plusieurs choses. La première, évidemment, c'était une faible capacité contributive des pays membres. À l'époque, la Mauritanie, le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad avaient fait le pari de se lancer dans cette aventure qui, effectivement, sur le papier, promettait des résultats plutôt intéressants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que vous avez eu, au-delà de cette faiblesse contributive, le fait qu'il y avait de la part des bailleurs de fonds extérieurs, parfois des agendas cachés qui ne correspondaient pas toujours aux objectifs des pays ciblés. Et puis, il y avait aussi le fait que l'Union africaine avait un rôle plutôt minime, ce qui affaiblissait à la fois son rôle et son influence et ne permettait pas aux pays africains concernés par cette force de pouvoir faire la démonstration de leur capacité de régler ce problème sécuritaire lorsque vous aviez des bailleurs comme la France, l'Union européenne ou d'autres qui alimentaient en permanence l'ambiguïté. Ici, nous sommes dans un cas de figure totalement différent. Vous avez trois pays qui ont quitté ensemble la CEDEAO, qui ont créé cette confédération des États du Sahel qui, dans un premier temps, se veut une alliance politique, économique. Aujourd'hui, un pas supplémentaire est franchi avec la dimension sécuritaire. Vous l'avez rappelé vous-même, avec des moyens terrestres, des moyens aériens et de renseignement, ainsi qu'une structure de commandement intégrée. Pour autant, les défis restent très nombreux et nous verrons comment les choses s'articuleront dans les prochaines semaines. Justement, nous aurons l'occasion de revenir durant cette interview sur ces défis-là. Mais avant cela, on a entendu le ministre nigérien de la Défense parler d'une force de 5000 hommes dotés de moyens aériens, terrestres et de renseignement. Comment cette force unifiée va-t-elle, disons, coordonner ces opérations sur le terrain ? D'abord, il faudra mettre en place un mécanisme de coordination intégré. Nous verrons comment est-ce que les trois pays vont se répartir les responsabilités. Il s'agira aussi d'identifier au sein de cette force, je dirais, la dimension qui sera la plus à même de pouvoir servir de tête de pont pour lutter efficacement contre le terrorisme, parce que je rappelle quand même que l'objectif premier est de lutter contre le terrorisme, mais également le crime organisé. Ce sont des fléaux face auxquels ces trois pays sont malheureusement concernés. Je rappelle que ces dernières semaines, cela n'a pas été très facile à la fois pour le Burkina, le Mali et le Niger, qui ont connu des attaques extrêmement meurtrières, qui ont mis à mal la capacité de réaction de leurs armées respectives. En mutualisant leurs efforts, l'attente évidemment est très grande puisqu'il s'agira de voir de quelle manière ces trois pays seront en capacité de mettre sur pied un dispositif qui se distinguera de ce qui s'est fait dans le passé.
En tout cas, ces trois pays de l'AES ont récemment annoncé leur retrait de la CEDEAO. Peut-on y voir, disons, un message envoyé à l'organisation est-africaine? Écoutez, vous savez, déjà à l'époque de la force conjointe G5 Sahel, la CEDEAO était plutôt en retrait. Ici, nous sommes véritablement dans le cas de figure de trois pays qui décident de créer une force unifiée qui, au fond, opérera en dehors du mandat de la CEDEAO, puisque ces trois pays n'en font plus partie, mais également en dehors d'un mandat de l'ONU ou de l'Union africaine. C'est donc une tripartite dédiée à la lutte contre le djihadisme. Ceux qui ont fait le pari que ces trois pays ont commis une erreur en se retirant de la CEDEAO devront malheureusement patienter. Je pense qu'à ce stade-ci, nous devrions plutôt accorder le bénéfice du doute à une initiative qu'il va falloir juger sur pièce, sur le terrain, et en fonction des résultats qui seront obtenus sur le terrain. J'imagine aussi les défis logistiques, financiers et opérationnels sont énormes et ces trois pays seront confrontés à ces défis, notamment dans un contexte régional marqué par des tensions, on va dire, politiques et complexes, sécuritaires complexes. Oui, il faut rappeler effectivement que le grand reproche qui a été fait à la force conjointe G5 Sahel, c'était la faible capacité contributive des États qui, à un moment donné, ont presque laissé à l'Union européenne, à la France et à d'autres partenaires le soin de la financer. Mais si vous ajoutez à cela l'instabilité politique de certains pays, parce que ça aussi, ça affaiblit la capacité des États à pouvoir mener de manière cohérente des politiques efficaces en matière de sécurité. Dans le cas d'espèce, il faudra effectivement s'interroger sur la capacité réelle ou supposée de ces trois pays à pouvoir se doter des moyens adéquats pour permettre à cette force unifiée de mener à bien ces missions qui devraient d'ailleurs se concentrer dans le Liptouka Gourma, hein, la fameuse zone des trois frontières, qui est précisément la zone la plus compliquée, la plus complexe pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. Comme je l'ai dit il y a de cela quelques instants, nous verrons comment les choses s'articuleront. La volonté politique est là, de la part des trois chefs d'État. Nous verrons si cette volonté politique pourra se traduire en actes pour doter cette force unifiée des moyens qui seront nécessaires à sa mission. En tout cas, ces groupes terroristes vont opérer, et vous l'avez dit, opèrent souvent dans des zones frontalières difficiles d'accès. Comment cette force unifiée devra-t-elle s'adapter, notamment devra-t-elle adapter ses tactiques pour répondre efficacement à ces menaces transfrontalières? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que ces trois pays qui ont décidé de lier leur destin ont été confrontés ces dernières semaines à des difficultés très particulières, hein. On pense au Mali dans le nord, on pense au Burkina récemment et au Niger. Encore une fois, l'expertise de ces trois États dans des domaines très spécifiques de la lutte contre le terrorisme sera déterminant. Il faudra donc trouver un moyen de coordonner cela, je dirais, de manière efficace. Nous n'avons pas beaucoup d'indications sur le théâtre d'opération, ni sur les règles d'engagement qui seront mises, je dirais, en avant pour rendre cette force opérationnelle. Mais ce qui est certain, c'est que les trois chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de pouvoir trancher avec ce qui s'est fait dans le passé, hein, c'est-à-dire éviter les rivalités politiques, éviter une instrumentalisation des bailleurs de fonds et surtout veiller à ce que les objectifs qui seront définis puissent être atteints. Aïdouzi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.